Mon point de départ quand il s'agit de l'examen de toute question relative à la liberté d'expression est mon ardente conviction que la deuxième chose la plus précieuse au monde est le droit de s'exprimer librement. La première chose étant, je pense, d'avoir de quoi se nourrir, et la troisième, de disposer d'un toit au-dessus de sa tête, mais je fais une fixation sur le numéro 2, qui est la liberté d'expression, juste après la nécessité de maintenir la vie elle-même. C'est parce que j'ai joui de la liberté d'expression durant toute ma vie professionnelle et que je prévois de continuer à le faire. Personnellement, je trouve hautement improbable que tout cela s'arrête, quelle que soit l'existence de lois sur la limitation de la liberté d'expression, en raison de la position privilégiée, qui sans aucun doute est accordée à ceux qui jouissent d'une position publique élevée. Donc mes préoccupations sont moins pour moi-même, mais davantage pour ceux qui sont plus vulnérables en raison de leur profil moins important. Tel cet homme arrêté à Oxford pour avoir dit à un policier que son cheval était gay. Oui, l'adolescent arrêté pour avoir dit que l'église de Scientologie était une secte. Ou le propriétaire d'un café arrêté pour avoir affiché des passages de la Bible sur un écran de télévision. Quand j'ai entendu parler de certaines de ces infractions et accusations des plus ridicules, je me suis souvenu que j'avais déjà été dans cette situation dans un contexte fictif. J'ai fait un jour un spectacle intitulé « Pas les nouvelles de 9 heures » il y a quelques années de cela, et nous avions fait un sketch dans lequel Griffin Jones jouait le rôle de l'agent Savage, un policier manifestement raciste à qui j'adressais, en tant que commandant de poste, des réprimandes pour avoir arrêté un homme noir sur la base d'une série de charges ridicules, forgées de toutes pièces et absurdes. Les accusations pour lesquelles l'agent Savage avait arrêté M. Winston Kodogo, domicilié au 55 Merced Ward, étaient les suivantes. À marcher sur les fissures du trottoir. À marcher en chemise voyante dans une zone résidentielle aux heures nocturnes. Et l'une de mes préférées, il s'est baladé à pied un peu partout. Il a également été arrêté pour avoir uriné dans des toilettes publiques et pour m'avoir regardé d'une drôle de façon. Qui aurait cru que nous finirions par avoir une loi qui permettrait à la vie d'imiter l'art à la perfection? J'ai lu quelque part qu'un défendeur du statu quo avait fait valoir qu'étant donné que l'affaire du cheval gay avait été abandonnée après que l'inculpé eut refusé de payer l'amende et que l'affaire de la scientologie avait également été abandonnée au cours de procédures, on avait la preuve que la loi fonctionnait bien, ignorant que la seule raison pour laquelle ces cas avaient été abandonnés était la publicité qu'ils avaient suscitée. La police a senti qu'elle était au bord du ridicule, elle a donc retiré ses actions. Mais qu'en est-il de milliers d'autres cas qui ne bénéficient pas de l'oxygène de la publicité, qui n'étaient pas suffisamment ridicules pour attirer l'attention des médias? Même pour ces actions qui ont été retirées, les gens ont été arrêtés, interrogés, emmenés au tribunal, puis relâchés. Ce n'est pas une loi qui fonctionne correctement. C'est une censure des plus intimidantes, la garantie d'avoir un effet paralysant sur la liberté d'expression et la libre protestation. Le comité parlementaire mixte sur les droits de l'homme résume parfaitement l'ensemble de la question en disant « Alors que l'arrestation d'un manifestant pour l'usage d'un discours menaçant ou injurieux peut, selon les circonstances, constituer une réponse proportionnée, nous ne pensons pas que le langage ou le comportement qui est simplement injurieux puisse jamais être criminalisé de cette manière. » Le problème évident avec l'interdiction de l'injure, c'est que toutes choses peuvent être interprétées comme telles. La critique est facilement perçue comme offensante par certaines personnes. Le ridicule est facilement perçu comme une injure. Le sarcasme, une comparaison défavorable, se borner à indiquer un point de vue différent de la norme, peuvent être interprétés comme une injure. Et parce que tant de choses peuvent être interprétées comme une injure, il n'est guère surprenant que dans bien des cas, elles l'aient été, comme le montrent les exemples dont j'ai parlé précédemment. Bien que la loi en cours de discussion figure au journal officiel depuis plus de 25 ans, elle est révélatrice d'une culture qui s'est emparée des programmes des gouvernements successifs avec une ambition pleine de bon sens et les meilleures intentions pour maîtriser les éléments nuisibles de notre société, mais qui a créé une société de nature extraordinairement autoritaire et normative.
C'est ce qu'on pourrait appeler la nouvelle intolérance, un désir nouveau, mais intense, de bâillonner les voix discordantes de la dissidence. Je ne suis pas intolérant, disent beaucoup de gens. Des gens très instruits à l'esprit libéral, au langage mesuré. Je suis seulement intolérant à l'intolérance. Et les gens ont tendance à hocher la tête sagement et dire « Oh, sage parole, sage parole ». Et pourtant, si vous réfléchissez à cette déclaration prétendument incontestable, pendant plus de 5 secondes, vous vous rendez compte que tout ce qu'elle préconise, c'est le remplacement d'une forme d'intolérance par une autre. Ce qui, pour moi, ne représente aucun progrès du tout. Si on veut mettre l'accent sur les préjugés, les injustices ou les ressentiments, la solution n'est pas d'arrêter les gens. Cette question trouve leur solution par la médiatisation, la discussion et le traitement de préférences en dehors de toute procédure judiciaire. Pour moi, le meilleur moyen d'augmenter la résistance de la société aux paroles insultantes ou offensantes est de leur donner libre cours. Comme pour les maladies infantiles, vous pouvez mieux résister aux germes auxquels vous avez été exposé. Nous devons construire notre immunité face aux offenses afin de pouvoir traiter des questions qu'une critique parfaitement justifiée peut soulever. Notre priorité doit être de considérer le message, et non pas le messager. Comme le dit le président Obama, déclaré dans un discours à l'ONU il y a juste un mois, des efforts à l'origine bien intentionnés pour limiter le discours peuvent constituer un outil pour faire taire les critiques ou opprimer les minorités. L'arme la plus puissante contre le discours haineux n'est pas la répression, mais davantage de paroles. Ce qui est l'essence de ma thèse. Davantage de paroles. Si nous voulons une société solide, nous avons besoin d'un dialogue plus robuste, qui doit inclure le droit d'insulter et d'offenser. Parce que, comme quelqu'un l'a dit, avec la liberté d'être inoffensif, il n'y a pas de liberté du tout. L'abrogation de cette clause ne sera qu'un petit pas, mais elle sera, je l'espère, une étape cruciale dans ce qui devrait être un projet à long terme pour mettre sur pause et rembobiner lentement une culture rampante de la censure. Il s'agit d'une petite escarmouche dans la bataille, à mon avis, pour faire face à ce que Sir Salman Rushdie appelait l'industrie de l'indignation. Des arbitres autoproclamés du bien public encouragent la fièvre médiatique de l'indignation, ce qui met les policiers sous terrible pression au moment de réagir. Le téléphone sonne à Scotland Yard. Quelqu'un a dit quelque chose de légèrement insultant sur Twitter à propos de quelqu'un qui, selon nous, un trésor national. Qu'allez-vous faire à ce sujet ? Et la police panique et s'exprime à faire quelque chose et se saisit de la bouée de sauvetage inappropriée à l'article 5 de la loi sur l'ordre public, cet instrument qui permet d'arrêter quiconque a dit quoi que ce soit qui pourrait être interprété par quelqu'un d'autre comme une insulte. Ils n'ont pas besoin d'un plaignant ou d'une victime réelle. Il leur suffit pour rendre le jugement de considérer que quelqu'un aurait pu être offensé s'il avait lu ou entendu ce qui a été dit. Le degré le plus ridicule de l'attitude. Les tempêtes qui entourent les commentaires sur Twitter et Facebook ont soulevé des questions fascinantes sur la liberté d'expression, que nous n'avons toujours pas réglées. Jusqu'à présent, nous avons appris 2 leçons importantes. Tout d'abord, que nous devons tous assumer la responsabilité de ce que nous disons, ce qui n'est pas une mauvaise leçon à retenir. Et d'autre part, nous avons appris à quel point la société est devenue incroyablement susceptible et intolérante aux moindres commentaires défavorables. La loi ne doit pas aider à encourager cette nouvelle intolérance. La liberté d'expression ne peut que souffrir si la loi nous empêche de gérer ses conséquences. Je vous offre mon soutien inconditionnel pour la campagne 5 de la section de réforme. Je vous remercie.